Bonjour Arnaud Vivian, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, on vous doit notamment le lancement de la revue Charles, dont vous êtes aujourd'hui le directeur de la rédaction. Vous êtes également chroniqueur à la télé, à la radio, et les lecteurs de Regard vous connaissent aussi parce qu'ils vous lisent tous les 3 mois lors de l'apparition de la revue Regard. Vous venez de vous lancer dans la bataille législative dans la 18e circonscription de Paris, en candidat libre, en candidat citoyen, dites-vous. On va y revenir, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? Justement, mon slogan de campagne, c'est un regard libre. Comment j'en suis arrivé là? Alors évidemment, le fait que je travaille un peu pour la revue Regard, je suis scopiste, comme on dit, je fais partie de la SCOP. J'ai fondé ce journal, vous étiez encore tout petit, Pierre, mais bref. Évidemment, ça a joué, mais surtout, je suis arrivé là par l'idée que si je suis élu député, ce que je propose, c'est un droit de regard, finalement, sur le gouvernement, sur l'action gouvernementale. Et donc je crois que c'est important aujourd'hui que le rôle qu'on peut peut-être encore avoir, et ça va être très difficile, hein, vous voyez bien ce qui est en train de se tramer par ailleurs au Parlement, c'est un droit de regard. Alors vous êtes candidat effectivement aux législatives dans le 18e arrondissement. Pourquoi avoir choisi d'être candidat Arnaud Vivian? Est-ce que c'est une performance artistique? Absolument pas. Absolument pas, c'est une affaire très sérieuse qui me coûte d'abord un peu financièrement, hein, puisque j'y vais sur mes propres deniers, mais bon, peu importe, c'est pas non plus une affaire colossale, mais qui me coûte physiquement. Voilà, j'y travaille depuis des mois. Pour y arriver seul, comme j'y vais, c'est-à-dire sans équipe, sans mouvement, sans parti, vraiment seul, tenter cette traversée en solitaire de la politique, il faut se dépenser, hein, il faut y aller. Donc c'est très sérieux. Qu'est-ce que j'essaye de faire? Juste, c'est très sérieux, mais pardon, quand même, quand on regarde l'affiche de votre campagne, elle est sous forme carrée, ça fait penser un peu à une pochette de disque. Le fond, Ouais. de l'affiche ressemble un peu à la tonalité ou aux couleurs d'une célèbre maison d'édition. Il y a quand même votre regard d'artiste aussi, il n'est pas pour rien dans cette campagne politique. Oui, pourquoi? Parce que, comment dire, j'y vais avec mes propres forces. Mes forces, c'est effectivement cette capacité d'être un petit peu artiste, d'avoir un peu d'imagination. Vous avez raison, j'ai choisi une affiche carrée pour ne pas faire comme les autres. D'ailleurs, j'ai pensé tout de suite que si j'avais un moyen d'y arriver, c'était de ne pas faire comme les autres, justement, quoi. De toute façon, je ne peux pas faire de la politique comme eux, c'est impossible. Je ne peux pas distribuer des tracts devant le métro tout seul, vous rendez compte? Mais en revanche, dire qu'un non-professionnel peut y aller et peut même gagner, ça c'est important. Alors justement, vous dites quelque chose de très intéressant, vous dites que c'est votre tour de garde citoyen. Ça veut dire quoi, Arnaud Vivian? C'est-à-dire que je crois qu'à un moment dans sa vie, moi j'ai 54 ans, à un moment dans sa vie, on doit penser qu'il y a une espèce de devoir civique à y aller, faire de la politique, à prendre donc son tour de garde. Moi, le seul endroit où je pouvais y aller, c'est l'Assemblée nationale. Je ne me ferai pas élire maire je ne sais même pas réparer ma propre plomberie, je ne vais pas m'occuper celle des autres, vous comprenez? Mais député, je sais lire, je sais écrire, je crois que je peux faire ce job-là. Bien. Aller à l'Assemblée pour faire quoi, Arnaud Vivian? Un artiste à l'Assemblée, ça a quoi de pour faire rêver? Et finalement, qu'est-ce que vous avez à offrir au monde, Arnaud Vivian? Ben, déjà, je vais offrir quelque chose, à mon avis, qui est de raconter tout simplement ce qui se passe. Tous les jours, je ferai un blog, je raconterai ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et je pense que ça va être assez intéressant, puisque si, effectivement, il y a bien une déferlante de députés macronistes, eh bien, ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, c'est simple, il ne s'y passera rien. Eh bien, je raconterai ce rien. Vous n'êtes pas un grand fanatique des programmes politiques, puisque vous dites vous-même qu'au programme, vous préférez les idées. Dans votre clip de campagne, vous évoquez le suicide assisté, le vote à 16 ans et la rédaction d'une nouvelle déclaration des droits de l'homme. Ce sont vos priorités, Arnaud Vivian? C'est pas une nouvelle déclaration des droits de l'homme. Je pense que nous sommes à un tournant de l'humanité. Nous sommes devenus non plus des humains, mais des terriens. Nous avons un point de vue extérieur à nous-mêmes. Vous l'avez vu d'une manière très exemplaire avec ce cosmonaute qui vient de rentrer. Hein? Vous avez vu ce qu'il a fait? Il nous a photographiés, magnifique photographie. Il a fait pousser des plantes pendant qu'en même temps, dans un lycée à Toulouse, des lycéens faisaient pousser les mêmes plantes pour voir la différence de croissance dans l'espace et sur Terre. Est-ce que c'est pas magnifique? Et nous avons donc ce nouveau, et on comprend tous qu'il faut que maintenant on élabore une déclaration des droits du vivant.
et non pas une déclaration des droits de l'homme, mais c'est vraiment une nouvelle révolution. Vous voyez bien par rapport à Trump, par rapport à ce qui se passe sur le climat, qu'il faut que vraiment nous agissions. Or, il y a une connexion maintenant évidente entre la condition humaine, la condition animale, la condition végétale. On le sent tous. On le sent tous au fond de nous-mêmes. Alors, il faut vraiment rédiger un texte qui s'imposera au monde entier. La déclaration des droits du vivant. Oui. C'est comme ça que vous l'appelez. Oui. Toujours dans ce clip de campagne, vous esquissez une critique des partis. On aperçoit notamment un ouvrage posé sur une table où il est écrit une note sur la suppression générale des partis politiques, qui fait évidemment référence, je pense, enfin non d'ailleurs, c'est le texte de Simone Veil, qu'elle a écrit en 1940. Il faut en finir avec les partis, Arnaud Vivian? Oui, absolument. Il faut en finir avec la politique professionnelle, il faut en finir avec les partis. Mais vous voyez, tous les éditorialistes ont commenté cette présidentielle en disant « c'est la fin des partis traditionnels ». Déjà, eux-mêmes disaient c'est la fin des partis traditionnels, puisque ni les Républicains ni le Parti Socialiste n'ont réussi à amener leur candidat au second tour. Mais ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que vous voyez bien, par exemple, au Parti Socialiste, évidemment, ça va mal. Ça va mal. Mais qu'est-ce qu'il propose finalement? Que fait Benoît Hamon? Il dit, eh ben, je vais faire un mouvement. Cet été, il va y créer son mini-parti. Et puis que fait Anne Hidalgo? Elle dit, ah, je vais faire un mouvement. Mais on ne s'en sortira jamais comme ça, vous voyez. Jamais. Vous êtes un candidat de gauche, vous êtes le candidat de gauche, ou vous êtes un candidat qui se revendique ni droite ni gauche, comme Mélenchon par exemple le suggère aujourd'hui? Non, si je suis élu, je m'assierai à gauche de l'hémicycle. Je suis un candidat. Ça veut dire quoi être de gauche aujourd'hui? Oh, ça veut dire plein de choses. Vous savez, il y a la célèbre phrase de Gilles Deleuze qui définit la gauche en disant je pense d'abord à l'étranger, puis je pense à ceux qui sont plus proches de moi, puis je pense à ma famille. Le contraire de ce que disait Le Pen. Vous voyez, être de gauche, c'est d'abord penser au monde. Et quand je dis la déclaration des droits du vivant, vous voyez, je ne pense pas vraiment à ma pomme, quoi. Vous êtes aussi l'auteur du roman Le génie du communisme, un ouvrage qui apparaît aussi dans le clip. C'est le livre dont vous êtes le plus fier? Oui. Parce que ça révèle aussi votre sensibilité communiste? Pas simplement, c'est que à cette époque-là, ce livre paraît en 2004. Il y a une question qui se pose à ce moment-là, qui va se poser d'une manière cruelle et cruciale, et qui se pose encore plus crucialement aujourd'hui, c'est le problème du droit d'auteur. Je suis contre le droit d'auteur. Je suis contre la propriété intellectuelle définie comme elle l'est aujourd'hui, qui est plus proche du copyright que du droit d'auteur tel qu'il a été inventé au XIXe siècle. Ça tombe bien parce que hier je recevais qu'on parle de culture, parce que hier je recevais Farida Amrani, elle est candidate de la France Insoumise à Évry, elle affronte Manuel Valls en Essonne, un peu comme vous qui affrontez une figure de l'ancien gouvernement, Mariam El Khomri. Elle vous a posé une question, elle vous demande comment aujourd'hui on peut remettre la culture au centre du débat. Elle nous a d'ailleurs confié qu'elle envisageait rejoindre la commission culture et éducation de l'Assemblée nationale. Ce sera votre cas aussi, si vous êtes élu député? Oui, bien sûr, c'est un domaine que je connais un petit peu. C'est intéressant. On peut dire que dans ce nouveau gouvernement, il y a deux choses intéressantes, deux personnes intéressantes, je crois. C'est Nicolas Hulot, évidemment, à l'écologie, et d'autre part Françoise Nyssen à la culture. Françoise Nyssen, donc PDG d'Actes Sud. Il y a un véritable tropisme littéraire dans ce gouvernement. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Bon, Emmanuel Macron, on sait qu'il a travaillé avec Paul Ricoeur, et il connaît, il a lu de la philosophie, c'est un littéraire, il a voulu sans doute être écrivain, etc. Édouard Philippe écrit des romans policiers. On l'a interviewé récemment dans le prochain numéro de la revue Charles, et il nous apprend que depuis 5 ans, il écrit un essai sur la littérature, Édouard Philippe. Vous vous rendez compte? Vous voyez bien ce tropisme littéraire dans ce gouvernement, c'est très intéressant. Et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire en culture parce que... Vous pensez que ce gouvernement, ou en tout cas cette ministre de la Culture, saura remettre la culture au cœur des enjeux politiques de demain? Elle aura les moyens de le faire? Je l'espère. Je me souviens d'Aurélie Filippetti, qui quand même n'a pas réussi à sanctuariser le 1%. Vous savez que c'est le 1% culturel, le fameux 1%. Elle n'a pas réussi. Il était tombé à 0,97. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Elle n'a pas, et elle disait, c'est affreux, je me souviens de cette déclaration, c'est affreux parce que l'industrie culturelle en France rapporte plus que l'industrie automobile. Bah oui, bien sûr. Voilà le problème. Et qu'est-ce qui se passe dans cette industrie culturelle? C'est que tout le monde, et moi-même le premier, on est tous précarisés. On est tous, comme ils disent, externalisés.
on nous demande de devenir auto-entrepreneur. Je connais des graphistes, des correcteurs. Les correcteurs précaires, ils sont en lutte là en ce moment. Vous voyez, je ne parle même pas des auteurs. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase géniale de Pierre Bourdieu. Il disait « L'édition, c'est le stade définitif du capitalisme parce que la matière première ne coûte rien. » Eh bien maintenant, c'est à peine si on ne va pas nous demander, ça arrive déjà aux États-Unis, de payer pour être publié. Une dernière question, on est en fin de campagne, c'est la dernière ligne droite, Arnaud Vivian. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette campagne? Beaucoup de choses. Je peux vous assurer que je vis beaucoup de choses. Incroyables. Vraiment incroyables. De la violence, de l'amour. C'est fantastique. Je ne sais pas si je serai élu, mais j'ai vécu une aventure absolument fantastique. Vous l'écrirez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup Arnaud Vivian. Demain, à la veille de la rencontre nationale du Front Social, je recevrai Romain Altman, il est secrétaire général d'Infocom CGT. L'occasion notamment d'évoquer avec lui les sujets brûlants du moment qui vous touchent aussi. Je crois que vous en parlez beaucoup dans le 18e arrondissement, hein, la réforme du Code du travail, les ordonnances, les réformes de l'assurance chômage, la retraite. On parlera aussi des mobilisations à venir. Vous avez une question pour lui? Oui, je voudrais savoir, alors c'est peut-être un peu technique, mais je voudrais savoir si l'état d'urgence empêche, comme on le dit, hein, comme Amnesty International l'a dit par exemple, dans un rapport récent, empêche de manifester. Je vous propose de terminer en écoutant un morceau dont vous êtes l'auteur, La Rage d'or. Merci. Merci. Nous aurons les burnes comme des mandarines pour fonder la commune. Nous aurons les urnes remplies comme des chopines pour voter la commune. Nous aurons la guerre comme unique principe et l'envie de voir l'ennemi finir en slip. Mais cette rage alors sera la rage d'or. Nous aurons les rêves d'une génération qui n'a pas de nom. Nous aurons les torts de ceux qui ont raison lorsqu'ils se